Bienvenue à tous. Cette semaine, le Parlement européen est finalement passé à l'action. Après une semaine de discussion et de tractation, les eurodéputés ont finalement voté une résolution contre le Maroc. Cette résolution, comme il se dit en langage diplomatique, n'est ni législative ni contraignante, mais elle est agressive. Et on peut le dire quelque peu hautaine et condescendante, tout en étant contradictoire et montrant une forme d'art de l'équilibrisme diplomatique. En effet, tentant de contenter l'Espagne, elle s'évertue de ne pas trop offusquer le Maroc, mais le ton adopté, les arguments développés et l'insistance sur la migration en occultant l'aspect bilatéral de la crise n'a pas été apprécié par la partie marocaine. En effet, et alors que dans la nuit du jeudi à vendredi est tombée une réplique du Parlement marocain qui apporte des éléments de compréhension de la crise, la journée de vendredi a été marquée par une réponse cinglante du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, dans laquelle il rejette en bloc les termes de la résolution. On peut le dire, Rabat refuse catégoriquement la politisation et l'européanisation de l'affaire migratoire et rappelle que le différend et la crise sont bilatéraux et qu'il faudra attendre des suites. En seconde partie, nous parlerons de la situation politique au Maroc à l'approche des élections générales de septembre, à l'aune des dernières sorties médiatiques de certains partis politiques. Avec nous pour débattre de ces deux thèmes, Mehdi Aliwa, vous êtes sociologue et vous êtes aussi enseignant à l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Hassan Alaoui, vous êtes fondateur du mensuel Maroc Diplomatique, cofondateur du mensuel Maroc Diplomatique et du site éponyme maroc-diplomatique.net. Merci aussi d'être avec nous. Merci aussi. Hassan Saoud, vous êtes chercheur associé à l'Institut royal des études stratégiques. Merci d'être avec nous. Encore une fois, merci à vous. Merci également pour l'invitation. 395 députés ont voté cette résolution, 85 ont voté contre et 196 se sont abstenus. La motion avait été déposée à l'initiative de plusieurs groupes parlementaires, socialistes et démocrates, Verts, Renew Europe et le Parti populaire européen. Le lobbying espagnol avait été très intense au cours de cette dernière semaine. Mehdi Aliwa, on commence par vous. Quelle est votre lecture de cette résolution, principalement sur la question migratoire, qui est votre spécialité et même votre préoccupation depuis plusieurs années? Comment vous lisez cette résolution? Ici, il y a une forme d'instrumentalisation, puisque s'il s'agit, dans le titre de cette résolution, de la protection des enfants et des mineurs, et d'accuser le Maroc d'avoir instrumentalisé les frontières européennes, pourtant en territoire marocain, puisque ça est une enclave encastrée dans le territoire marocain, en réalité reviennent par plusieurs articles la question de la migration et la question notamment des réadmissions. Alors je m'explique, ce qui se passe au niveau européen, c'est que non seulement je pense qu'il y a une méconnaissance de la réalité du terrain, de ce qui se passe dans ces enclaves et de ce que fait vraiment le Maroc, mais il y a aussi une forme de phobie ou d'obsession, pour le dire clairement, sur les questions migratoires. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date de l'espace Schengen, au moment où l'Europe lève les frontières intérieures, se pose la question des frontières extérieures. Et il y a comme ça une sorte d'obsession régulière, on le retrouve dans les traités d'Amsterdam, dans les traités de Tampere, ça revient régulièrement. Il faut à tout prix, de manière communautaire, protéger les frontières extérieures contre les phénomènes transnationaux. Or, ici, il n'y a pas, depuis 20 ans, depuis 30 ans, de politique migratoire communautaire en Europe. Les Européens n'ont pas de politique migratoire communautaire. Ils l'annoncent, ils la votent ici, ils accusent le Maroc, mais ils ne s'entendent pas entre eux, absolument pas, sur la manière dont il faudrait avoir une politique migratoire. Or, pays par pays, si vous regardez État membre par État membre, il y a toujours un besoin de migrants. Alors, des fois, des pays décident de stopper la migration de travail pendant que d'autres la mettent en place. Sauf que quand on rentre dans Schengen, enfin quand on rentre dans un pays, on rentre dans Schengen et donc on peut circuler. Et donc, depuis les années 90, il y a eu une sorte de déflation de titres de séjour, une augmentation des visas. Et pour pouvoir gérer ces frontières dites extérieures, la stratégie européenne est la suivante. Il faut impliquer les pays qu'on appelle les pays tiers, les pays voisins, c'est-à-dire en fait des pays comme le Maroc. L'idée, c'est que puisqu'on n'arrive pas... L'étranger proche, on pourrait appeler ça, comme le dit Poutine, l'étranger proche. De certaine manière, mais c'est plus dur parce que ça signifie aussi l'extériorité de ces pays. C'est-à-dire qu'on demande aux pays limitrophes qui sont collés, ils sont les étrangers proches, mais plus que de cela, puisqu'ils doivent participer à contrôler les frontières, mais en même temps sans jamais complètement faire partie de l'Union européenne. Et donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième, c'est la question de l'externalisation des frontières qui passe aussi par des contrôles beaucoup plus profondément dans l'espace africain ou dans l'Asie mineure ou au Moyen-Orient, et les réadmissions. Et d'ailleurs, dans le texte,
alors que pourtant on parlait de la question des mineurs, on parlait de la question des frontières et de la soi-disant instrumentalisation du Maroc. On met par 2 fois dans le texte le fait que le Maroc doit s'engager à des réadmissions, non pas bilatéraux, mais entre le Maroc et l'Union européenne. Or, ici, c'est un souci, puisque les Marocains ne migrent pas réellement dans l'Union européenne. Les Marocains migrent en Espagne, et ils migrent en France, où ils ont leur famille, et où ils sont depuis longtemps. Ils migrent dans des nouveaux pays de destination. Ils migrent en Suède, en Allemagne, etc. Et d'un coup, on voudrait ramasser tout ça, alors que l'Europe n'est même pas capable de le faire elle-même, et dire on va commencer à renvoyer collectivement les Marocains dont on ne veut plus. Même pareil sur les mineurs, on parle de réadmission des mineurs. Seconde, mais, oui. je retiens cette expression de ramasser tout ça. Oui. C'est un peu l'idée quand on voit comment ils se comportent avec les émigrés d'une manière générale. C'était juste une petite digression personnelle. Oui, je l'ai utilisé à propos et merci de le reprendre. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de fantasme que l'Europe est débordée, donc de déshumanisation par la suite, mais le fantasme d'abord, c'est l'Europe est débordée par les migrations. Par exemple, on pense que la migration africaine est la plus importante en Europe. Quand on regarde et qu'on compte, le premier pays africain qui a migré en Europe en nombre ces 10 dernières années, c'est le Maroc, il arrive 17e. Et donc il y a 16 pays avant le Maroc qui ont migré en Europe. Et pratiquement pas de pays d'Afrique subsaharienne, ils arrivent très derrière. Pourtant, l'image, et ces images de Sebsa Melilla ou de ce qui s'est passé, ou les images de Pateras ou de Cayucos avec des corps déshumanisés de personnes qui essayent d'arriver en Europe, ces images-là sont celles que retiennent des députés européens, des eurodéputés qui pourtant devraient rentrer plutôt dans l'analyse, dans la prise de recul, dans l'objectivité avant de voter des textes. Mais c'est plus les images, à mon avis, qui ont été retenues que la réalité du terrain. Très bien, donc finalement c'est les images et c'est une obsession, je retiens de votre intervention que c'est une véritable obsession et c'est peut-être pour ça que les Espagnols ont été en accent sur ça et d'ailleurs il y a quelque part dans la résolution la phrase suivante qui dit que quels que soient les motifs, c'est inacceptable. Donc, quels que soient les motifs, on reçoit quelqu'un qui est recherché par une justice pour des crimes, ça reste l'obsession. Alors, Hassan Alaoui, concrètement, c'est quoi l'impact de cette résolution sur la relation Union européenne-Maroc, alors que Mehdi Alioua vient d'expliquer que finalement, quand les Marocains ou les autres émigrent sur le vieux continent, c'est pour aller dans tel ou tel autre pays, pas l'Union européenne. Mais il y a une résolution qui est une résolution du Parlement européen. Alors, c'est quoi, d'après vous, l'impact de cette résolution? Alors, moi, je pense personnellement ça a été dit d'ailleurs, il n'y a pas d'impact, je veux dire, réel et effectif. Parce que tout simplement, c'est une résolution à la limite symbolique qui ne peut pas contraindre le Maroc à quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas tout simplement, le Maroc ne fait pas partie de l'Union européenne, pour commencer. Et ensuite, la résolution, elle est là pour la première fois. Elle met peut-être, entre guillemets, en cohérence une certaine Europe qui est en crise depuis, qui est en train d'éclater finalement. 27 pays, n'est-ce pas, ne sont pas tous d'accord. Il y a donc à souligner l'incohérence, si vous voulez, de la disparité, les contingences de tout ce vote, le temps qu'a pris ou qu'ont pris les débats, si vous voulez, pour arriver à cette résolution. Et surtout que pour le Maroc, il n'y a aucun impact, tout simplement. Il s'agit maintenant de sauver ce qui reste à sauver par rapport, parce qu'on connaît maintenant une espèce de configuration qui nous a éclairés, nous autres, sur ce que l'Europe et l'instigation qui a été mise en œuvre par rapport, si vous voulez, aux préparatifs de ce vote, n'est-ce pas, surtout. Et puis il y a une convergence dramatique entre l'extrême droite, n'est-ce pas, et certains populistes et certains, je veux dire, gauchistes, n'est-ce pas, parce que c'est quand même l'Espagne, je veux dire, les forces rétrogrades espagnoles qui sont à l'origine de cette histoire. Et donc, comme l'a dit... C'est-à-dire cause commune, à partir du moment où c'est la migration... C'est un prétexte, ça met tout le monde finalement, pour retrouver une certaine cohérence qui n'existait pas, pour colmater des brèches et une grave, je veux dire, crise interne, une crise de confiance au sein de l'Union européenne. Et donc, le Maroc ne peut pas ne pas en tenir compte, bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, pardon, et comme vous disiez, sur la sévérité du texte, mais aussi sur le fait que, maintenant, nous comprenons à qui nous avons affaire. Et en tout état de cause, j'ai écouté ce matin que le président du gouvernement espagnol a demandé à ce qu'on maintienne quand même une certaine limite et un dialogue avec le Maroc, parce qu'il veut sauver l'immeuble.
Et ça, c'est important. Ça a été dit, ça va être relancé, etc., etc. Donc, la balle, maintenant, peut-être, est dans le camp marocain, parce que maintenant, l'Espagne demande officiellement une reprise du dialogue. Hein, et il y a des gens, des forces, que je sache, qui travaillent déjà, j'allais dire, dans les coulisses, pour un certain rapprochement, en tout cas, en tout état de cause par rapport au dialogue entre les deux pays. Et donc, on reste là, il n'y a pas d'effet, mais c'est pour nous un signal que cette résolution ne soit pas, je veux dire, unanimiste par rapport au vote. Elle n'est pas unanimiste, mais on sait comment ça s'est passé. C'est une résolution qui est passée sous un statut juridique assez particulier, qui est celui de la résolution, un vote d'urgence. Donc il fallait vraiment faire très vite. Alors c'est les Espagnols qui étaient à la manœuvre. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être bon de faire. Seulement le problème, c'est que ça a été tellement vite fait, tellement rapide qu'il y a des contradictions. Alors Hassan Saoud, je vais lire deux petites parties du texte, une certaine mauvaise foi, une certaine rapidité, fébrilité. Alors le texte il dit clairement que la plupart des enfants, donc on parle des mineurs marocains, ont cru qu'ils participaient à une simple sortie scolaire à Ceuta et qu'ils pourraient assister gratuitement à un match de football avec des joueurs célèbres. On est loin d'une migration volontaire ou d'une instrumentalisation. Et plus loin est écrit que ces mêmes jeunes n'avaient jamais eu l'intention de quitter leur famille. Alors, c'est quoi cette résolution juste? Tout d'abord, je pense qu'il serait utile de replacer cette résolution, cette recommandation, disons. Ça n'a pas l'air d'une résolution sur un plan procédurier. Vous l'avez dit, placé sur le régime de l'urgence. L'urgence, ça veut dire une semaine. Le vote des représentants des groupes et une semaine après, mise au vote. Choix de négociateurs tous espagnols. Donc nous voilà dans un système de juge et parti. Un lobbying qui a payé, mais pour un résultat qui n'en est pas un. Il faut souligner que le cœur de réacteur de l'Union européenne ne se trouve pas à Strasbourg. Il est important de le signaler. Ce n'est pas le Parlement européen dont les résolutions ne sont ni législatives, ni contraignantes, ni exécutives, qui peut faire basculer quelque chose. Et évidemment, le Parlement européen, au vu de toutes les résolutions qu'il a faites, sont restées lettres mortes. Pour des pays membres de l'Union européenne même. Donc, il faut évaluer à sa juste valeur cette recommandation sans inquiéter autre mesure. Je pense que c'est là, mais il faut l'évaluer. Il faut évaluer, évidemment, le vote lui-même. Qui a voté quoi? Parce que c'est intéressant pour la suite des événements. Et puis, il y a un suivi, s'il y a un suivi du Parlement européen. Vous l'avez dit, les réactions parlementaires sont claires. Un rejet qui n'est pas une condamnation, faut-il le signaler. Parce qu'il y a une certaine presse espagnole et même certains milieux qui parlent de condamnation. Il y a un rejet. Et ce n'est pas la même chose dans une résolution. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut analyser ça, et l'évaluer, et puis faire aussi un lobbying convenable. Pour le problème des mineurs de Ceuta, je pense que l'Europe, et encore moins l'Espagne, n'ont pas le monopole du cœur concernant les mineurs. Vous savez, valeur aujourd'hui, plus de 200 000 mineurs sont employés en Espagne. Et elle est épinglée par les Nations Unies et par, évidemment, 200 000 valeurs aujourd'hui. Et pour vous dire qu'ils sont employés dans des travaux difficiles, dans des travaux de maraîchage, dans des bars, livreurs pénibles, et ils font jusqu'à 30 heures par semaine. Pour ne pas dire qu'ils sont utilisés dans des corvées immorales. Donc, ils n'ont pas à donner de leçons au Maroc, d'autant plus que les organismes dédiés n'ont jamais épinglé notre pays concernant... Donc, il faut raison garder.
Et cette résolution ne doit pas nous occuper beaucoup parce que le Maroc, sur le plan de la migration, et Mehdi l'a dit, il n'a pas de leçons à recevoir. Il fait un travail sérieux, loyal et sur les deniers publics, s'il vous plaît. Et donc, cette résolution qui parle d'instrumentalisation des mineurs est nulle et non avenue. Et en ce qui concerne notre pays, je pense que les statistiques jouent en faveur du Maroc en ce qui concerne la problématique migratoire et que nous n'avons pas à traiter avec le Parlement européen sur ce plan-là. Le Maroc et l'Union européenne ont des rapports extraordinaires et nous avons heureusement senti quelques divergences entre l'exécutif européen et le Parlement européen à ce sujet. Ça a permis de clarifier un peu les choses. Vous citiez tout à l'heure des organismes internationaux qui ont vu les choses et qui ont réagi d'une manière normale en constatant les faits. Par exemple, l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, par exemple l'UNICEF. Donc, ils ont constaté qu'il y avait une crise migratoire. Ils ont constaté aussi que le Maroc fait quand même respecte les termes de son partenariat, de ses engagements depuis plusieurs années. Alors vous avez dit aussi qui a voté quoi, il faut analyser. On a vu que le Parti populaire a voté donc cette résolution, que certains élus de la République en marche ont aussi voté cette résolution. Donc finalement, Mehdi Aliwa, est-ce qu'on n'avait pas l'impression qu'on on accuse le Maroc d'instrumentaliser les mineurs, mais finalement, c'est l'Union européenne, c'est le Parlement européen qui instrumentalise, je vais y arriver, cette affaire à des fins politiques. Parce qu'on est en plein dans la politique. En fait, très clairement, en fait, ça fait 30 ans, c'est ce que j'essayais de dire, que l'Union européenne ou les États membres de l'Union européenne instrumentalisent la question migratoire. Il y a une instrumentalisation d'abord nationale, ce qui fait monter les partis d'extrême droite, ou est-ce que c'est l'inverse, les partis d'extrême droite participent à augmenter cette instrumentalisation, mais il y a aussi une instrumentalisation au sein de l'Union européenne, que ce soit à Bruxelles, à la Commission, ou même au Parlement européen, et on le voit avec cette résolution. Pourquoi ça fait 30 ans que des chercheurs travaillent sur la question, des chercheurs européens, des chercheurs africains. Donc c'est ce que j'ai nommé l'externalisation, enfin pas moi, mais d'autres personnes ont nommé l'externalisation de l'asile. Donc on espère que les demandeurs d'asile seraient traités en dehors du périmètre européen. L'idée est la suivante, en Europe, les droits sont trop généreux et l'Europe est débordée par la migration, donc stoppons-la et on verra qui peut rentrer ou qui peut sortir. Or, dans la réalité, ça ne se passe absolument pas comme ça parce que chaque État membre mène la politique qu'ils veulent. Je vais répondre à votre question, mais je donne cet exemple. Par exemple, dans les années 2013, 2014, 2015, on avait la Suède qui avait besoin d'une immigration massive, et d'ailleurs ça a été jusqu'à très récemment le pays qui a le plus fait rentrer de personnes migrantes, et en même temps, d'un point de vue humaniste, expliquer que tous les Érythréens ou tous les Syriens, puisqu'on arrivait à la guerre terrible en Syrie, qui mettraient le pied en Suède, auraient automatiquement l'asile. Or, il n'y avait pas de pont aérien ni de corridor humanitaire pour permettre aux Érythréens ou aux Syriens de traverser et d'aller demander l'asile. Comment ces gens sont rentrés? Ils sont rentrés par la migration non autorisée, dans des routes très dangereuses. Et comme par hasard, en 2015, on parle de crise migratoire. En réalité, c'est une crise de l'hospitalité. Et on a comme ça, sur une année, plusieurs milliers de décès en Méditerranée. Donc vous voyez, l'instrumentalisation, elle se joue de cette manière-là. Excusez-moi, je voudrais juste vous demander une chose, c'est que maintenant, cette fois, j'ai l'impression que les Européens sont tombés sur, permettez-moi l'expression, sur un os. Parce qu'il y a des images et des contre-images. Alors, il y a une forme de désinformation, d'après ce que j'ai pu voir. Je peux y répondre. Oui. Et donc, parce que là, il y a quelque chose qui m'a quand même... Oui. Je l'ai dit, je le redis, les enfants placés dans des entrepôts ou des enfants errants dans les rues de Ceuta. Oui. Comment peut-on défendre les intérêts des enfants alors qu'on les laisse par ailleurs? C'est quand même la grande Europe. Mais plus que cela. C'est-à-dire que, il faut aussi montrer qu'au Maroc, on n'arrive pas toujours non plus, parce qu'il faudrait être juste, à gérer ce problème des enfants des rues ou des orphelins ou des mères célibataires. Et donc nous avons quand même beaucoup de travail à faire. Mais ça a été rappelé, les Espagnols n'ont pas de leçons à nous donner, et notamment sur la question migratoire, parce que non seulement les enfants ne sont pas toujours très bien traités, mais même ils ont été refoulés à chaud
c'est comme ça qu'on l'appelle, le refoulement à chaud, et ils étaient renvoyés. On voit les images avec des coups de matraque et tout, on les renvoie de force. Et même des images où on montre une prise en charge humaine, on voit une personne qui est plutôt noire de peau, donc qui situerait une nationalité d'un pays d'Afrique subsaharienne, on supposait, et qu'on voit quelqu'un de la Croix-Rouge qui l'enlace. Cette image a fait le tour du monde pour montrer la générosité espagnole. Certainement que la bénévole qui a fait ça était généreuse, mais la vérité, c'est qu'après, elle l'a amené à la Guardia, les autorités espagnoles. Et qu'est-ce qu'ont fait les autorités espagnoles? Ils l'ont refoulé immédiatement en chaud, en ouvrant la porte et en le jetant comme ça, cette façon-là. Donc il n'y a pas eu du tout l'image qu'on a montrée, où on voit aussi un petit garçon en train de nager avec des bouées autour de lui. Et il y a une enquête aujourd'hui de la justice espagnole elle-même, qui n'est pas citée dans le rapport. Plusieurs ONG et même la justice espagnole a été instruite, a mis une instruction judiciaire pour comprendre s'il y a eu des refoulements à chaud, notamment cet enfant qu'on montre en train de pleurer. Beaucoup de gens, même si on n'a pas la preuve, sont en train de dire qu'il est possible, et la justice espagnole rendra son verdict, qu'en réalité il pleure parce qu'il a été renvoyé à la nage au Maroc. Donc si c'est ça la vérité, d'accord, ou qui doit-on condamner? Doit-on condamner l'Espagne et l'instrumentalisation de l'Espagne, ou doit-on condamner le Maroc? Je pose la question. Je peux ajouter, si vous permettez, cette image incroyable, c'est horrible, cette image atroce, ahurissante, d'un centre de détention où on voit la police espagnole en train de battre. Je veux dire, ça, c'est avant ça. On nous a quand même montré des images d'un lieu comme une prison un peu de fortune, où la police espagnole était en train de battre vraiment avec comment on appelle ça? Matraque. Une matraque, des enfants qui étaient couchés parce qu'ils n'avaient peut-être pas mangé, ou ils étaient en train de crier, d'implorer le policier de les laisser tranquilles, tout ça. Ce sont des images un petit peu qui, quand même, dans l'Europe, je veux dire, la résolution aurait dû un petit peu s'occuper, n'est-ce pas, pour et ne pas venir comme ça simplement jeter le pavé dans la mare contre le Maroc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que d'une crise bilatérale, on en a fait une montagne, on en a fait une crise intercontinentale. Crise bilatérale. Et le seul pays concerné, le seul pays qui est, je veux dire, épinglé, c'est le Maroc. Ce n'est pas normal. Le Maroc ne reçoit rien. L'Espagne dit qu'elle donne 30 millions de dollars. C'est Hassan. Justement, on va rester avec vous parce que ce n'est plus véritablement une crise. L'origine, la nature, elle est bilatérale. Les Espagnols ont élargi ça à l'Union européenne, au Parlement européen. Parlement, pas l'Union, c'est différent. Mais entre-temps, il y a pas mal, une cascade de soutiens qui sont descendus. Alors déjà, j'en avais parlé tout à l'heure de l'UNICEF, qui constate et qui voit le positif dans le positif, parce qu'il y a du positif. Après, nous avons eu le Parlement panafricain, la Ligue arabe, le Parlement de Bahreïn, plusieurs autres parlements. Aujourd'hui, le Conseil de coopération du Golfe. Conseil de coopération du Golfe, excusez du peu. Donc la crise, est-ce que ça devient une crise Europe versus monde, ou alors les Marocains? Comment vous lisez ça? Non, mais moi, tous ces soutiens qui sont descendus pratiquement en 48 heures. Je pense, et puis je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, rejoignant Semedi, parce que Semedi, il concentre un petit peu ses feux et ses analyses sur le phénomène migratoire qui, en fin de compte, quand on y réfléchit, ce n'est pas un faux problème, mais c'est un faux débat, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner. Mais aujourd'hui, ça révèle quand même une crise, je me permettrais de dire, intercontinentale, c'est-à-dire que l'Europe est engagée dans un bras de fer, mais en même temps, il y a aussi le Maroc avec les pays, mais non, les organisations internationales qui le soutiennent. Donc ça devient une problématique universelle sur laquelle maintenant il faudrait peut-être se pencher avec un autre langage, d'autres termes et évidemment une autre manière de voir, je veux dire, et d'analyser. Voilà. D'accord. Donc, oui. Je pense que qu'en l'espèce, le problème migratoire est venu de manière contingente, qui a permis à l'Espagne cette manœuvre dilatoire, retardatrice et de diversion pour s'en occuper. Il s'agissait de faire oublier l'affaire Rallye, avec tout ce travail de bricolage. C'est exactement ce qui est arrivé. Avec ce travail de bricolage indigne d'un pays démocratique et d'un pays d'Europe. L'affaire Brahim Rallye a été survolée par la résolution. D'abord, quels qu'en soient les motifs, c'est inacceptable. Deuxièmement, ils l'ont cité très rapidement en passant. Oui, mais c'est un lobbying qui a marché, malheureusement, avec un résultat mitigé. Mais ils ont essayé de faire oublier cette séquence malheureuse
de l'accueil d'un criminel présumé poursuivi par une justice et renvoyé par des moyens mafieux, ben, on a essayé de... La résolution, malheureusement, n'en a pas parlé. Il a parlé de motifs humanitaires. Et ça, c'est décevant pour ne pas, parce que le lobbying a essayé de ne pas parler justement de cette péripétie. C'est vraiment un motif bidon. Maintenant, sur la migration, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? Alors justement, pour la migration, on va revenir en deuxième partie et je resterai avec vous d'ailleurs pour aussi... Ils ont réussi peut-être à mettre sur la table l'affaire de Septia et Mlilia. On va y revenir. Oui. On prend quelques instants de pause et on se retrouve. À tout de suite. On se retrouve pour cette seconde partie du débrief. En première partie, nous parlions de la résolution controversée qui a été adoptée par le Parlement européen sur la crise migratoire, enfin ce qu'ils ont appelé la crise migratoire. Nous en débattons avec Mehdi Aliwa, sociologue et enseignant à l'Institut des études politiques à l'Université internationale de Rabat, de Hassan Alaoui de Maroc diplomatique et de Hassan Saoud de l'IRES, l'Institut royal des études stratégiques. Juste avant la pause, Hassan Saoud, j'étais en train de commencer à vous poser la question avant de passer à la pause sur... peut-être le bon timing pour reconsidérer les villes, le statut juridique des villes de Septia et de Melilia, sachant que depuis le Brexit, l'Europe fait une sorte de chantage avec l'Espagne sur les Britanniques pour avoir une souveraineté partagée de Gibraltar. On est en plein dans la contradiction, on est en plein dans le n'importe quoi. Est-ce que vous pensez pas que c'est le moment maintenant d'y aller? Si vous permettez, c'est pour terminer sur le soutien. Il y a le Parlement, Je permets. le Parlement panafricain qui a soutenu le Maroc et qui a rappelé au Parlement européen ses engagements d'Abidjan, où il est écrit que les crises bilatérales devraient rester bilatérales, et ça c'est à leur honneur. Pour terminer sur la migration, Sa Majesté a été choisi champion de la migration en Afrique. Tout à fait. Le Maroc abrite l'Observatoire de la migration. C'est nouveau. Et ce n'est pas un cadeau, c'est pour justement tout le travail qui a été fait. On va continuer sur l'OIM, sur l'UNICEF, sur les Hongrois, le ministre hongrois, les Hongrois qui ont dit... Maintenant, sur les présides occupés. Vous savez, la géographie et l'histoire se rencontrent dans ce problème particulier. Les présides et les îles en Méditerranée se trouvent en Afrique du Nord et au Maroc. Et donc, c'est des territoires occupés et qui sont un objet de décolonisation. Faut pas, ce n'est pas figé, ce n'est pas immuable. Laissons le temps au temps et le temps ne changera pas. Très bien. Alors, on va revenir quand même à cette question de la migration. Moi, je voudrais vous demander, Mehdi Aliwa, quelle est la réalité de la migration chez nous, sachant que Hassan Saoud vient de le rappeler, le roi du Maroc est considéré comme le leader de la migration. Nous avons un observateur de la migration. Vous êtes un spécialiste de la migration. En 2018, nous avions organisé, sous les yeux admiratifs, on en parlait hors antenne d'Antonio Guterres sur la capacité du Maroc à organiser des choses, donc le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et l'OIM qui constate donc le phénomène migratoire, la crise migratoire, ce qui s'est passé à septembre, mais qui n'accuse personne en disant que le Maroc a toujours été bon dans le respect de ses engagements. Donc c'est quoi la réalité chez nous sur le plan humanitaire et sur le plan juridique? Juste avant de... je termine une question par une petite demande de confirmation. Je pense que nous sommes l'un des rares, ou peut-être le seul pays, à avoir des associations de migrants clandestins. Alors, au moment où il y a eu la régularisation qui a été lancée en 2014, il y avait donc des personnes qui étaient en situation administrative irrégulière, mais qui ont eu le droit, et qui avaient déjà le droit avant, de s'organiser, et même qui ont pu s'asseoir à côté des ministres, notamment le ministre de l'Intérieur de l'époque. Donc il y a eu un monsieur aussi, le président du CNDH, etc. Donc effectivement, il y a eu une période où des personnes n'avaient pas de papier, même l'organisation n'était pas officiellement installée, et déjà il y avait une négociation qui se faisait pour trouver la meilleure solution. Donc c'est juste, aujourd'hui c'est un peu différent puisque les campagnes de régulation sont terminées. Mais juste avant de répondre précisément à votre question, je voulais juste rappeler quelque chose qui est important, c'est que ce qu'on voit ici, c'est que la migration est devenue un enjeu de lutte.
c'est un enjeu géopolitique. Je pense que ce n'est pas nouveau, c'est ancien, mais même lorsqu'il s'agit, vous avez tout à fait raison, Monsieur Alaoui, de rappeler que effectivement, c'est d'abord un problème bilatéral et que c'est, ou M. Saoud, que c'est entre l'Espagne et le Maroc et l'accueil d'une personne controversée pour rester le plus neutre possible sur la question. Donc c'est ça qui a déclenché la crise. Mais d'un coup, quelle a été l'arme utilisée? C'est la question migratoire. Donc ici, la migration est un enjeu de lutte. C'est un enjeu de lutte qui est aussi un enjeu de lutte décoloniale. Et avec Al-Sebsa, alors là, c'est carrément les deux qui se mélangent, territoire et population. On est dans un enjeu de lutte décoloniale, j'oserais le terme. On est aussi dans un enjeu de lutte antiraciste, parce qu'ici, on présente les Européens qui sont ceux qui créent le plus de problèmes dans le monde entier aux migrants et en termes de violence. Les statistiques sont ténues. Plus de 80% des morts sur les routes migratoires meurent aux frontières de l'Europe ou à l'intérieur de l'Union européenne. Donc il y a un problème grave de l'Europe, c'est ce que l'OIM appelle en termes feutrés, la crise migratoire. Mais la crise migratoire, que moi j'appelle plutôt crise de l'hospitalité, elle est d'abord européenne. Donc même si les routes qui mènent en Amérique du Nord sont terribles, au Mexique, il y a de la violence, etc., elles font moins de morts de manière quantitative qu'aux frontières de l'Europe. Donc il y a un problème. Et ici, d'un coup, par une sorte de renversement, le problème, ça serait nous. Nous qui sommes, entre guillemets, déjà des migrants, puisque je l'ai rappelé, la première population africaine qui rentre en Europe, c'est le Maroc, 17e. Mais au-delà, le Maroc aussi comme pays d'installation et de passage de population de la région, imma l'Afrique du Nord ou l'Afrique en général. Et de ce point de vue-là, le Maroc a fait beaucoup d'efforts pour donner à des personnes qui n'avaient pas vocation à rester au Maroc, qui n'avaient pas été prévues de venir au Maroc, à essayer de trouver pour raisons humanitaires, comme l'a rappelé le chef de l'État, le roi du Maroc, pour raisons humanitaires, de leur permettre de s'installer, de travailler, etc. Nous sommes devenus un pays de séjour. Nous sommes devenus un pays de séjour. Alors ici, quand on regarde de près, on voit des avancées formidables, mais on voit aussi encore tout le chemin qui reste à parcourir, parce qu'il y a tout un ensemble de droits qui ne sont pas encore actés. Le Parlement n'a pas voté tout un ensemble de lois sur la question de l'asile, c'est encore, même s'il y a des textes qui sont un peu passés, sur la question surtout de l'intégration. Donc il y a une stratégie nationale qui s'appelle la SNIA, Stratégie nationale de l'intégration et de l'asile, qui a été dessinée, mais même si elle s'applique, elle n'a pas suffisamment, à mon sens, été discutée en termes législatifs. C'est-à-dire que pour bien fonctionner, nous sommes un État de droit avec une Constitution qui le consacre. Il faudrait qu'il y ait, au-delà de la Constitution, des lois organiques et ensuite des décrets d'application, en plus d'un suivi avec la société civile, une société civile forte, comme le rappelle d'ailleurs le nouveau rapport sur le développement. Et donc ici, c'est en cours, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour être un exemple parfait. Mais c'est le changement de paradigme. Alors, je vous rappelle, c'est 2013. Ça veut dire qu'en moins de 10 ans, le Maroc a changé complètement son paradigme. Et donc, évidemment, s'il y a une critique de ma part ici, c'est aussi une critique positive pour dire qu'il y a encore du chemin à faire parce que c'est très récent et on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est tout à fait normal. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un arsenal juridique qui est en train d'être mis en place. Il prend du retard, mais vous rappelez que c'était depuis 2013. Et puis, je reviens sur cette décision du roi Mohamed VI pour les mineurs, avec ce terme qui est très important, c'est nous réitérons. C'est-à-dire que ça a été fait, que c'est parce qu'il y avait des problèmes procéduraux. Oui. Donc chacun est en train de régler les problèmes, son corpus juridique, etc. Pas lieu à la surenchère. Alors on va arriver justement à la surenchère. On va rapidement survoler parce qu'on a le deuxième thème à faire. Hassan Alaoui, finalement, on se retrouve dans une sorte de scission entre la Commission européenne et le Parlement européen, puisque la commissaire européenne à l'égalité, Helena Dalli, a fait une déclaration où elle prend carrément le contre-pied du Parlement. Tout à fait. Non seulement elle prend le contre-pied, mais elle rend hommage au Maroc, donc à Sa Majesté. Parce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, n'est-ce pas, Mehdi l'a rappelé, c'est que la crise, elle est partie, si vous voulez, d'une petite crise ou mini-crise sur des enfants et tous ceux qui ont traversé, sur un fond qui était grave, qui est celui de l'admission d'un mercenaire sur le sol espagnol et qui est l'illustration parfaite de la trahison du gouvernement socialiste espagnol, n'est-ce pas? Gouvernement Sanchez, parce que socialiste, c'est autre chose. On a vu des chefs de gouvernement espagnols et socialistes magnifiques et différents, n'est-ce pas? Et donc celui-là, le fond de la crise, c'est d'abord ça. Ensuite, on a rebondi sur les enfants. Des enfants, on a rebondi sur la vision globale de l'immigration, tout simplement. Et dans tout ça, le roi, Sa Majesté Mohamed VI, a quand même fait le grand geste de demander à rapatrier tous les mineurs
Et ces mineurs, ils sont là. Redemander, j'insiste. Redemander. Ça veut dire que ça a et été fait. c'est réitéré. Moi, je sais que les autorités marocaines étaient présentes dans certains pays en Europe et notamment en France depuis 2-3 ans en train de régler ce problème de mineurs. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils y ont réussi ou pas, mais toujours est-il que maintenant, Sa Majesté a réitéré la décision de les rapatrier. Comme ça, il a crevé l'abcès. Mais malgré tout ça, et c'est là où on a compris qu'il y a quand même une espèce de manipulation, de manigance et tout, même après l'appel du roi de rapatrier les mineurs, eh bien, les gens ont continué, les partis invisibles et tout ça, espagnols et autres, ont continué à travailler contre le Maroc pour l'adoption de cette résolution. N'est-ce pas? Donc il y a un problème. On détourne l'attention des gens, on détourne un petit peu le problème vrai qui est le conflit bilatéral sur fond d'une traîtrise claire et nette de l'affaire de Brahim. On n'en parle plus d'ailleurs. Pourquoi? N'est-ce pas? Maintenant, c'est tout le monde. Alors, on va rester sur la politique, Hassan Alaoui, si vous me permettez. On reste sur le côté politique. Avant de finir le premier thème, rapidement, Hassan Saoud, finalement, en politique interne, Pedro Sanchez est en difficulté. Il se retrouve quelque part remis en selle. C'est peut-être pour ça qu'il a fait de la surenchère. On a vu que le Parti populaire qui l'accablait il y a une semaine a voté cette résolution. Donc c'est de la politique intérieure finalement. Absolument. Strictement intérieure. Oui, mais il a été interpellé aussi pour venir s'expliquer. Oui. Après, évidemment, le rejet du vote concernant la reprise, il a été interpellé. Ceci dit, il y a une crise bilatérale. Je pense que, comme aimait à dire Henry Kissinger, la diplomatie n'avance que d'impasse en impasse. Il faut qu'on en fasse une opportunité. Parce que nous sommes voisins, et comme on le dit toujours, la géographie est têtue. Il faut évidemment en tirer les conséquences, mais on reviendra un jour à table. Il y a seulement des lignes rouges. Les lignes rouges dans une probable négociation, l'intégrité territoriale du Maroc, ses frontières maritimes et terrestres, tout ce problème de la migration et surtout un dialogue d'égal à égal. Parce que ce complexe colonial, il est persistant et il est temps que que les Européens, que les Français, que les Espagnols changent de logiciel pour parler à un pays indépendant depuis plus d'un demi-siècle d'égal à égal. Et ça, il faut Alors, le régler. puisque vous parlez, vous avez cité le terme colonial, ça a déjà été dit, nos amis européens, parce que ce sont nos amis européens. Mais ils n'aiment pas trop... ils ont horreur qu'on parle de ce colonial. Alors, qu'on utilise ce terme, ce vocable colonial. Alors, dernière question, elle va être groupée, elle vous est posée à vous trois. Je vous serai gré de répondre rapidement. Et c'est la réaction du ministère marocain des Affaires étrangères à la résolution. Alors, il y a cette phrase que j'ai retenue. Le Maroc n'a du reste pas besoin de caution dans sa gestion de la migration. La posture du professeur et de l'élève ne fonctionne plus. Le paternalisme est une impasse. Ce n'est pas la punition ou la récompense qui induit des comportements, mais la conviction d'une responsabilité partagée. Mehdi Aliwa, un commentaire sur ça? Oui, je pense que c'est très juste. C'est lourd, hein, Oui, non, je sais, mais à un moment donné, parce que on lance-flamme, ça. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas diplomate, je ne suis pas spécialiste des relations internationales, même si à travers la question migratoire, je suis obligé de les traiter. Et donc, je ne connais pas les usages, les us et coutumes. Et moi, je suis plutôt franc. Moi, je parle de population, de pratiques, d'organisation sociale, à la limite de violation des droits de l'homme, etc. Mais je ne sais pas si c'était comme ça qu'il fallait parler. Si c'était moi, j'aurais dit beaucoup plus sévèrement les choses. Il y a ici... Plus sévèrement que cette phrase? Oui. Oui. Je pense que, franchement, moi, j'ai été très choqué par la manière dont ça a été fait. D'abord, peut-être c'est important de le rappeler aux auditrices, aux auditeurs. On se rend compte combien les Européens ne nous connaissent pas. Ils nous méconnaissent et je prends cette méconnaissance un peu comme mépris. Parce que vous avez dit, on est indépendant, mais on est plus qu'indépendant. On est un des plus vieils États au monde. On a une structure étatique qui est extrêmement ancienne. On a été parmi les derniers pays colonisés, et il faut le rappeler, on a été un des premiers pays à faire une défaite à la bataille d'Anouel, une défaite militaire, notamment à l'Espagne à l'époque. Donc, et on a mangé aussi notre pain noir, comme on dit en bon français, et on a eu aussi toute une violence dont on ne parle pas assez, du gaz moutarde, de déplacement de population, etc. Ouais. Donc il y a encore une blessure qui n'est pas complètement guérie. Or, nous avons des millions de compatriotes qui résident en Europe.
Et donc tout le monde, dans beaucoup de pays européens, le couscous, enfin tout un ensemble de plats marocains ou maghrébins sont utilisés là-bas, sont mangés. Ils ne nous connaissent pas. Je pense qu'il est temps de faire une diplomatie migratoire mieux formulée, mais aussi plus généralement de parler à des pays qui ne nous connaissent pas au sein de l'Europe si on veut avancer. Hassan, Moi, j'abonderai à peu près toujours sur cette phrase. Dans le même sens, et je retiendrai surtout la dernière petite phrase qui est la conviction d'une responsabilité partagée. Et je crois qu'il y a du travail maintenant. Après cette crise, ce qui s'est passé, oui. Après cette crise, il y a du travail parce que la confiance, ce n'est pas donné, elle se gagne, et que la volonté politique d'abord, n'est-ce pas, la diplomatie ensuite, bien sûr, et surtout les hommes et la sagesse entre les deux pays et les deux peuples. Voilà. Merci. Hassan Saaloud. Donc, vous avez votre dernière prise de parole sur ce thème, après on passe au deuxième. Monsieur le ministre a dit tout haut, ce que tout le monde pense tout haut. Il faut le dire. Assez de condescendance, traitant des pays qui ont une longue histoire telle qu'ils le méritent. Vous savez, Mehdi m'a rappelé quelque chose sur la migration. Quand c'est d'une migration sud-nord, c'est des immigrés. Quand c'est du nord au sud, c'est des expatriés. Même au niveau de la sémantique, il faut que ces gens-là changent. Pour les mêmes raisons, on les appelle autrement et ce n'est plus admissible. Merci. Nous allons donc passer au deuxième thème qui est celui, bien entendu, le premier a pris un peu plus d'espace, de temps. Le deuxième, c'est donc les élections générales et les partis qui s'organisent. Alors, entre la sortie du RNI qui a présenté les grandes lignes de son programme et celle de l'Istiqlal, qui annonce prendre des distances avec le PAM et avec le PPS, la bataille électorale, on peut considérer qu'elle a commencé. Alors, Hassan Alaoui, on commence avec vous. Vous étiez à la présentation du programme du RNI. Je vous y ai vu, parce que j'y étais aussi. Peut-on se demander s'ils ont eu le temps de réfléchir pour ce programme qu'ils ont développé ou cette esquisse de programme qu'ils ont présenté? Est-ce qu'ils ont eu le temps de réfléchir à la mise en œuvre ou à la mise en place du modèle de développement qui a été présenté aux Rois et aux Marocains dernièrement? Moi, je crois que oui, parce que le programme du RNI, c'est un programme ambitieux, de surcroît, pour la première fois, je pense, à mon sens, ça fait quand même des années que je suis un petit peu la politique, un programme chiffré, au détail près. C'est-à-dire, il y a à peu près 400, presque 500 milliards qui vont être débloqués en 5 ans, avec chaque année 55 milliards, avec 5 axes, très très précis, et chaque axe comporte 5 propositions qui vont un petit peu de l'éducation, de la santé, du modèle, je veux dire, de l'adhésion, je veux dire, du projet royal sur la protection sociale, jusqu'à l'enseignement, j'ai dit, jusqu'à l'administration, la réforme fondamentale de l'administration, qui est un véritable serpent de mer. Et tout ça, le RNI y a pensé, ça ne date pas d'hier. Ils ont commencé à travailler depuis pratiquement 2016, depuis l'arrivée de Aziz Akhannouch à la tête du parti, n'est-ce pas, qui est un vrai leader, je le souligne, je reprends à mon compte ces mots. Et tout simplement... Ce que vous voulez. Oui, parce que aujourd'hui, c'est un parti qui est sur une lancée, et quelqu'un a dit que c'est la fusée Akhannouch, c'est vrai que c'est une fusée, parce que on voit qu'il y a un travail aujourd'hui chiffré, on voit des propositions concrètes qui vont du grand projet infrastructurel au politique. Oui, mais attendez, pardonnez-moi, il n'est pas question uniquement de chiffrer un projet, mais que les chiffres soient crédibles. Parce que là, on sort réaliste, on sort d'une crise. Oui. On en sort toujours. Mais on ne va pas, on ne veut pas publier ces chiffres si on n'est pas capable, je veux dire, de les mettre en œuvre. C'est pas possible. Ça veut dire se démentir et se ramasser une claque devant le peuple. Ce n'est pas ça. Ça veut dire ils ont la conviction chevillée au corps, les gens, les indépendants. Et donc, ce programme, il est vraiment, puisque moi je l'ai écouté, je l'ai analysé, j'ai posé des questions aux responsables, tous les membres du bureau politique sont là, et donc c'est un travail colossal. Je pense que franchement, je le souligne, c'est la première fois dans ma vie, je veux dire, de journaliste, que je vois un programme si serré, si ficelé, donc, et présenté avec pédagogie. Ils ont repris les grandes recommandations du modèle de développement. Il faut bien que ça serve à quelque chose, le modèle de développement. Je dirais même, ils ont devancé, parce qu'on retrouve beaucoup de choses dans le programme du RNI qui atterrissent, si vous voulez, dans le rapport, si vous voulez, de la Commission.
Et donc, pour moi, c'est une conjonction, c'est une convergence heureuse, n'est-ce pas, qu'il y ait un petit peu, et c'est comme ça. Le Maroc avance avec une complémentarité et critique aussi, parce qu'il ne faut pas non plus, jouer le béatifié, comme on dit, et tout ça. C'est quand même, il faut un esprit critique. Et je pense que tous ceux qui se donnent à l'analyse de ce rapport et à l'analyse des propositions du RNI le souligneront. Il y a une complémentarité, tout simplement. Mais encore une fois, moi, je viens, puisque vous m'avez posé la question sur le programme du RNI, c'est un programme, qui devance un peu les choses et parce qu'il est projeté, pas seulement sur 6 ou 5 ans, il y a l'après. Et l'après, ça va être la même lignée, je pense. Voilà. On verra. Donc là, on va rester. Ça, c'est la majorité. Donc le RNI faisant partie de la majorité. On va passer maintenant, Hassan Saoud, avec vous à l'opposition. Nizar Baraka, le secrétaire général du Parti de l'Istiqlal, a dit ceci dernièrement. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans une alliance. Alors, alliance avec le PAM et le PPS, mais dans une coordination qui travaille pour construire une alliance. Et pour construire une alliance, il faut d'abord bâtir une base programmatique commune. Je ne peux donc parler d'une alliance alors qu'on n'est pas d'accord sur un programme commun. On se rappelle, prolégomène, on se rappelle qu'en juillet, il y avait eu un mémorandum, une plateforme de travail commune qui avait été signée par l'Istiqlal, enfin les patrons de l'Istiqlal, du PAM et du PPS. Cette plateforme, c'est sur cette base-là que donc Nizar Baraka dit que bon, ce n'est pas vraiment une alliance, on est en train de la construire. De leur côté, le PAM et le PPS s'accrochent à cette alliance en se disant, bon, c'est peut-être le bateau amiral dans cette alliance, l'Istiqlal. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est l'opacité, finalement, qui a commencé au niveau de l'opposition? Oui, une coalition, une alliance préélectorale sans plateforme programmatique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Il faut le dire. Donc c'est raisonnable ce qu'a dit Baraka. Oui, il a raison. Et sur un plan purement démocratique, une alliance veut dire qu'on peut sacrifier les uns et les autres des gens qui veulent aller devant les électeurs. Qu'est-ce que ça veut dire, une alliance? Ça veut dire que demain, je peux te laisser la place pour que quelqu'un d'autre la place. Mais ça, c'est un grief qu'on peut faire si toutefois ça voulait être fait. Mais je pense que toute alliance qui se veut crédible sera post-électorale. Parce qu'il y a le problème du premier parti qui arrivera premier aux élections et qui aura la charge de faire un gouvernement. Il ne faut pas qu'on se trompe. Maintenant, moi, élu du terrain, j'assiste à quoi? J'assiste à une mise en train, à des flirts politiques. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection. À des débauchages, même au sein des partis qui essayent de faire des alliances. Je me dis des fois que nous sommes dans une jungle. Quand vous êtes sous mandat électoral pour un parti et que vous faites des réunions avec un autre parti de manière ostensible, où est le respect de l'électeur? Où est le respect du mandat que vous en assignez? Eh bien, j'assiste à un spectacle vraiment surréaliste et qui ne cadre pas avec la volonté royale d'une démocratie aussi bien locale que générale, compte tenu de ce que je vois, comme acteur, observateur du terrain. Parce qu'il y a dans la Constitution et dans les lois organiques qui concernent les partis, le Parlement, il y a une interdiction de transhumance pendant le mandat. Donc on fait le mercato. Alors c'est comme dans le foot, on ne peut pas changer d'équipe pendant une saison, mais on attend. Allez voir comment ça se passe. Voilà, donc c'est comme ça. Mais Eliwa, je suis désolé, il va rester vraiment 1 ou 2 minutes pour synthétiser un peu la chose. Comment ça se... Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une sorte de décalage finalement entre une opinion publique qui sort ou qui est encore en but à une pandémie avec toutes ses conséquences économiques et sociales et une classe politique qui semble reproduire quelque part, peu ou prou, les anciens schémas? Ça, je sais que vous n'êtes pas un spécialiste de la politique ni politologue, mais vous êtes sociologue. Je vous pose une question qui relève de la sociologie. Je suis sociologue et j'en suis enseignant-chercheur dans un institut d'études politiques. Donc, ce qui serait important de rappeler, c'est surtout que les partis politiques sont essentiels dans le fonctionnement d'une nation parce qu'ils permettent de faire passer des programmes et d'avoir des élus qui sont les représentants du peuple, que ce soit
à différents niveaux, parce qu'il peut y avoir plusieurs chambres, etc. Et donc c'est très important. Ici, en fait, on se rend compte combien la pandémie peut être un accélérateur de réformes positives. On l'a vu avec la question de la sécurité sociale, on le voit aux questions de la solidarité. Social aussi. Exactement, mais de manière positive, parce que moi j'interprète la conflictualité au sein d'un pays comme quelque chose de nécessaire, puisqu'il y a des antagonismes, il y a des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, mais il y a aussi des différences de richesse. Il est normal qu'il y ait des affrontements et il est normal qu'il y ait des lieux apaisés pour que ces affrontements se transforment en quelque chose de positif. Ici, je pense qu'on peut faire quelque chose, mais il faut à tout prix que les partis politiques réussissent à mieux parler à la jeunesse, mieux parler aux intérêts des Marocains aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une critique des partis, parce qu'en fait, partout dans le monde, on se rend compte, tous mes collègues qui travaillent dans les instituts politiques dans le monde se rendent compte qu'il y a une défiance des partis politiques. Certains même risquent à dire la fin des partis politiques, point d'interrogation. C'est des livres ou des articles scientifiques qui sortent là-dessus. Donc, le Maroc n'échappe pas à cette tendance. Il faut se méfier de la fin des choses. Je ne dis pas qu'on va arriver, mais il faut un changement, et ce changement, il est nécessaire, et on ne pourra pas se passer des partis politiques. Une société civile forte, c'est aussi une société qui a des partis politiques forts. Voilà. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Mehdi Aliwa. Merci Hassan Alaoui. Merci Hassan Saoud. Merci à vous. À la semaine prochaine.